Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur l'espace Agora du hall 2 de ce sommet de l'élevage, un espace de conférences thématiques. Vous avez des petits programmes qui ont été déposés sur les chaises, n'hésitez pas à vous en emparer et à les garder avec vous pour pouvoir nous rejoindre sur les thématiques qui vous intéressent. Alors je m'appelle Laetitia Chaussès et je suis donc avec vous cet après-midi pour animer un cycle de conférences qui est proposé par la Banque de la Transition Énergétique. C'est une filiale de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et nous allons donc vous proposer différents sujets avec des experts qui vont venir vous éclairer sur les thématiques de la transition écologique, de la transition énergétique. Donc ils vous apportent des conseils, des connaissances et bien sûr ils peuvent aussi répondre à vos questions. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin des interventions on prend vos questions et vos remarques. Alors on va se pencher tout de suite sur un sujet très intéressant pour les agriculteurs, c'est celui de la méthanisation. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà lancé un projet et si c'est le cas, vous vous posez peut-être des questions sur comment est-ce que je continue à faire vivre mon projet, quel avenir pour mon unité de méthanisation. D'autres y réfléchissent peut-être. Tiens, et si je me lançais dans un projet de méthanisation, quelles sont les étapes à suivre? Comment est-ce que je m'y prends? Comment est-ce que je finance ce projet? Quels sont les impacts sur l'exploitation? Tout un tas de questions auxquelles nous allons essayer de répondre cet après-midi avec nos experts. À mes côtés, donc, Odin Soireau de la BTE, la Banque de la Transition Énergétique, responsable du service accompagnement ENR. Nous avons également Thomas Filiatre, qui est chargé de projet chez Solagro. Solagro, c'est une entreprise qui intervient dans plusieurs domaines, mais notamment dans celui de la méthanisation et qui est installée du côté de Toulouse. Et puis Pierre Larive, chef d'agence développement biométhane chez GRDF. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. Alors je vais me tourner d'abord vers vous, Odin. Vous allez nous présenter la BTE. Qu'est-ce que c'est que la BTE? Quel est son rôle sur les projets de méthanisation? Oui, alors je vais commencer par un petit récap sur la BTE rapidement. Après, on rentrera un peu plus tard, un peu plus dans le détail sur la partie financement des unités de méthanisation et spécifiquement sur les attendus du banquier. Mais donc la Banque de la Transition Énergétique, ça a été lancé il y a 4 ans aujourd'hui. Il y avait deux principales attentes, c'était de pouvoir permettre à nos épargnants de redonner du sens à leur épargne et notamment de pouvoir l'utiliser dans des financements de transition énergétique sur notre région et de faire de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes un acteur de référence du financement de la transition énergétique. Donc on a 4 apports principaux. Le premier, ça va être une épargne verte et traçable, donc j'en ai parlé rapidement. Mais on a développé des livrets d'épargne en fait, sur lesquels on vous garantit l'affectation de cette épargne sur des financements de transition énergétique qui sont à réaliser sur la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on est une banque régionale. Donc ça, c'était le côté un peu novateur il y a 4 ans. Ça n'existait pas dans le domaine bancaire avec une sécurité du capital parce qu'il n'y a pas de risque de perte des fonds qui sont déposés. Et il y a une disponibilité aussi parce que c'est dans le même mode de fonctionnement qu'un livret A. Donc vous pouvez déposer, retirer, l'argent n'est pas bloqué. Une fois qu'on a de l'épargne, faut faire des financements. Et pour faire des financements, faut de l'expertise, parce que c'est des domaines qui sont quand même bien spécifiques, que le banquier n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Et donc, il fallait qu'on monte une équipe dédiée, où on a été formé spécifiquement pour accompagner ces projets-là. Des offres de financement adaptées avec des crédits classiques, des crédits baux, des ressources de financement bonifiées avec la Banque européenne d'investissement. Et une démarche partenariale, ça c'était le côté aussi un peu novateur, c'est que l'objectif aussi c'est de pouvoir accompagner nos porteurs de projets dans leur démarche globale de transition énergétique et pas uniquement répondre à une demande de financement. Le client il a besoin d'être accompagné de A à Z, c'est des projets qui ne sont pas simples, qui ne sont pas évidents. Enfin, pas évident, notamment la méthanisation, c'est des projets qui sont très lourds, et il y a besoin d'un accompagnement et d'être accompagné par des acteurs de qualité. C'est pour ça que dans ce côté partenarial, on a audité et qualifié certains partenaires, enfin tous nos partenaires, on les a audités sur la partie financière, qualification réglementaire, retour d'expérience, nombre de dossiers réalisés, etc. etc. 4 champs d'intervention principaux, donc c'est la transition énergétique de manière globale. On va voir les énergies renouvelables, la performance énergétique et environnementale et tout le volet innovation. Donc on va retrouver à la fois des centrales photovoltaïques, des unités de méthanisation, des centrales hydroélectriques, de la rénovation énergétique, des bâtiments particuliers, des bâtiments pro, etc. Et pour toute typologie de clientèle, donc que ce soit pour des particuliers, des professionnels, des agriculteurs, des collectivités locales ou autres.
Je te laisse la parole, Pierre. Merci beaucoup, Odin. Alors effectivement, ça va être à votre tour, Pierre Larive, de nous donner quelques éléments. Je rappelle que vous êtes chef d'agence développement biométhane chez GRDF. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs clés pour réussir son projet de méthanisation ? Ouais, avec plaisir. Peut-être en introduction, quand même, juste avant d'aller sur les facteurs clés, de dire un petit peu où on en est de la méthanisation aujourd'hui en France. Aujourd'hui, la méthanisation, on est quand même sur la méthanisation en injection, on est quand même sur une technologie qui est finalement assez récente, puisque les premiers projets ont débuté aux alentours de 2015, on va dire 2015-2016. En très peu de temps, finalement, on a une énergie renouvelable qui a pris sa place dans le paysage. Avec aujourd'hui, on a 700 méthaniseurs qui injectent dans les réseaux. Ce qui fait à peu près 13 TWh de gaz renouvelable produit en France. C'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Voilà, c'est pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente. Vous avez dit méthanisation en injection, donc ça c'est le gaz qui est produit, qui est injecté dans le réseau, c'est ça, hein ? Exactement. Parce qu'il y a plusieurs types de méthanisation. Tout à fait, vous avez complètement raison. Donc 700 méthaniseurs en injection. Et globalement, l'autre solution, c'est ce qu'on appelle la cogénération. Donc c'est quand on produit le biogaz, plutôt que l'épurer pour l'injecter dans le réseau, en fait, on va utiliser le biogaz dans un moteur et on va faire de la cogénération, c'est-à-dire fabriquer de la chaleur et de l'électricité qu'on va revendre sur le réseau d'Enedis. Et globalement, la cogénération, c'est une technologie qui est un peu plus ancienne, qui a démarré dans les années 2006, 2000. Et aujourd'hui, en cogénération, on doit avoir à peu près 1000 ou 1200 sites, je crois, qui fonctionnent. Les cogénérations, c'est des plus petits sites, alors qu'en injection, on est sur des sites de taille un peu plus grande. Très bien. Et du coup, pour en revenir aux facteurs clés de succès, alors déjà, c'est de choisir un bon banquier. Ça, c'est important. Mais plus sérieusement, le point primordial dans un projet, c'est le site d'implantation. Choisir un bon foncier, un foncier parce qu'on a de plus en plus de problèmes d'acceptabilité autour des projets de méthanisation. Globalement, dans les énergies renouvelables, c'est un sujet, l'acceptabilité et les recours de tiers contre les projets sont assez courants. Et du coup, le lieu où on va implanter son projet, il faut qu'il soit choisi judicieusement par rapport à cette proximité éventuellement de riverains, mais aussi pour des raisons plus techniques par rapport au plan d'approvisionnement. C'est-à-dire que c'est le deuxième facteur clé de succès, c'est la ressource organique mobilisable autour du projet. La méthanisation, on mobilise de la biomasse pour la faire fermenter et faire du gaz. Et donc, il faut de la biomasse à proximité du projet pour ne pas se retrouver dans la situation de devoir transporter de la biomasse sur des kilomètres, ce qui ferait perdre l'intérêt environnemental d'un projet. Donc du coup, de la biomasse à proximité. Et il faut aussi un plan d'épandage approprié, c'est-à-dire un débouché pour le digestat. Une fois qu'on a fabriqué le gaz par méthanisation, on récupère un digestat. Le digestat, c'est un très bon engrais. Et donc, il faut quand même un territoire qui a une surface d'épandage suffisante pour accueillir le volume de digestat qu'on a produit. Donc, un débouché sur le digestat, c'est un élément important, en tenant compte des AOP ou des règles locales qui pourraient contraindre le projet en fonction du type d'intrant qu'il prend. Et puis, le facteur important aussi, c'est le débouché pour le biogaz. C'est-à-dire qu'on va produire du biométhane. Encore faut-il qu'on soit capable de l'injecter dans le réseau, c'est-à-dire qu'il y a un réseau à proximité, ou alors qu'on soit capable de faire une extension de réseau pour raccorder le projet au réseau de gaz. Donc ça, c'est un élément aussi important à prendre en compte avant de se lancer, donc de bien questionner GRDF sur ce sujet-là. Et puis, le dernier point, c'est le mode de gouvernance. Donc là, on est sur des projets, ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur les 700 projets que j'évoquais tout à l'heure, 80% c'est des projets agricoles. Et souvent, les projets agricoles, c'est des projets collectifs, c'est-à-dire plusieurs agriculteurs qui se regroupent. Et donc, le mode de gouvernance, il est essentiel si on veut que le projet fonctionne dans la durée. Il faut bien définir le mode de fonctionnement du groupe pour qu'on puisse s'inscrire dans la durée. Voilà, donc la gouvernance des projets, on s'aperçoit quand même que c'est un sujet important, pas seulement en phase construction, mais aussi en phase exploitation des projets. Et puis on a des facteurs transverses que j'aime bien citer. Premier facteur transverse, c'est prendre en compte l'acceptabilité des projets et la communication autour de ces projets, autour de son projet.
On s'aperçoit que souvent, dans le monde agricole, on n'a pas forcément cette habitude d'aller communiquer, d'aller expliquer ce qu'on fait. Et quand on a un projet de méthanisation, on s'aperçoit que c'est essentiel. Il faut absolument aller communiquer et expliquer aux riverains c'est quoi les tenants et les aboutissants de notre projet, comment ce projet s'intègre dans le parcours agronomique de la ferme. C'est un atelier complémentaire, au même titre qu'un troupeau ou qu'une culture. Et c'est important de l'expliquer parce que souvent, autour de la méthanisation, on peut avoir des levées de boucliers par méconnaissance du monde agricole ou sur la base de fake news, entre guillemets, qu'on a entendu de droite et de gauche. Et donc, c'est important de bien communiquer très en amont de son projet. L'autre facteur transverse, c'est la maîtrise technique. Parce que quand on part sur un projet de méthanisation en tant qu'agriculteur, forcément, on change un peu de paradigme, on bascule un peu dans le monde industriel, parce que ça reste un méthaniseur, ça reste quand même une petite usine. Et donc, il faut se former et pour avoir cette maîtrise technique et exploiter son unité dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Celui qui se dit, tiens, je vais faire une méthanisation, je vais passer 30 minutes le matin, 30 minutes le soir et ça fonctionnera bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment prendre en compte ce point-là. Et puis, dernier élément essentiel, c'est l'équilibre financier des projets. Donc, avoir un business plan qui tourne. Et surtout, au-delà d'avoir un business plan qui tourne, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Odin, c'est le fait de rapidement et très tôt dans sa réflexion, aller échanger avec le banquier. On est sur des projets quand même avec des mobilisations de capitaux assez importantes. Rapidement, on est sur des projets de 5, 6, 7 millions d'euros. On ne traite pas un projet d'investissement de 7 millions d'euros comme on va traiter un projet d'investissement d'achat d'un tracteur ou de construction d'un hangar. Et donc, du coup, les attentes des banques sont forcément un peu différentes. Il faut en être conscient et il faut impliquer le banquier le plus tôt possible. Voilà. Merci beaucoup. Thomas Filiatre, donc, je rappelle que vous êtes chargé de projet chez Solagro. Donc, c'est une structure qui accompagne les agriculteurs et les coopératives dans différentes démarches de transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mission de l'entreprise et sur ses actions ? Oui, effectivement. Donc, nous, Solagro, on est un bureau d'études qui avons pour, on va dire, spécialité la question de la transition, mais pas uniquement la transition énergétique, aussi la transition agroécologique, la transition alimentaire. Plus spécifiquement sur la méthanisation, on accompagne des porteurs de projets plutôt agricoles, mais aussi des collectivités pour les aider à structurer leur réflexion en passant par de l'étude de faisabilité, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur un certain nombre de points d'étape essentiels d'un projet. On a une idée, on va la définir comme l'opportunité. Comment je fais pour passer de l'idée à la concrétisation de mon projet ? Il y a différentes étapes sur lesquelles nous, on accompagne les porteurs de projets. On travaille aussi sur des études qu'on va dire plus de portée générale au sujet de la méthanisation à l'échelle notamment nationale ou régionale. On va accompagner des collectivités pour définir leur stratégie sur la production des ENR, notamment la méthanisation via des plans climat, air, énergie territoriaux ou d'autres schémas possibles. Donc voilà, on a une vision assez large de la méthanisation. Notre entrée, elle n'est pas simplement énergétique. Elle est avant toute chose agricole, parce que c'est notre spécialité, et notamment parce que nous, on voit la méthanisation comme un outil de transition agroécologique qui va permettre d'entamer des modifications de système dans les exploitations agricoles. Si on rentre un peu plus dans le détail, on a là à l'écran la figuration d'un calendrier. C'est comment je fais pour aller de mon idée jusqu'à la concrétisation de mon projet. Alors c'est une vision très optimiste parce qu'on l'a mis sur 3 années. Dans la réalité, c'est un peu plus long que ça quand même pour tout un tas de raisons. Ce que je disais, c'est que la première étape, c'est la question de la faisabilité. Comment est-ce qu'on va travailler ? La première chose, ça a été dit par Pierre, il y a la question de la ration. Faut que je la définisse. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mon projet ? Un des points d'attention, ça va être notamment la part d'effluents d'élevage, parce qu'en injection comme en cogénération, la part d'effluents d'élevage dans la ration, elle a une influence sur le tarif auquel on va vendre la molécule.
va se poser la question de l'autonomie du projet. C'est quel est le taux de détention de mes intrants. C'est qu'est-ce que je maîtrise, moi, en tant que porteur de projet. Alors, quand je dis moi, c'est pas... on l'a dit, hein, c'est souvent des projets collectifs. Donc, le moi, il représente plutôt une société de projet qu'un individu. Quel est mon taux de détention des intrants? Faut savoir, pour certains financeurs, notamment financeurs publics, je pense en la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, qui n'est pas très loin, le taux de détention, c'est un critère d'éligibilité aux aides. C'est-à-dire que si on a un taux de détention des intrants qui est trop faible, on ne pourra pas accéder aux aides à l'investissement. Donc ça, c'est quand même un point important. Et le taux de détention, c'est quelle quantité d'intrants je maîtrise, produis? Ouais, alors je produis que je maîtrise, c'est-à-dire les effluents d'élevage, concrètement, on regarde les élevages qui sont impliqués dans le projet, on regarde les tonnages de lisier, de fumier. Sur la partie végétale, notamment les cives, qu'est-ce que les systèmes sont prêts ou capables de produire, en faisant attention que la cive, c'est la culture intermédiaire à vocation énergétique, donc c'est une culture intermédiaire. Donc, dans la réflexion qu'on va avoir avec les porteurs de projets, c'est si je mets des cives dans mon système cultural, ne faut pas oublier que l'objectif, c'est avant tout de la production alimentaire. Alors, soit à destination de l'alimentation humaine, soit ce sont des fourrages pour l'alimentation du bétail, mais il ne faut pas déséquilibrer le système. Donc, quand on dit que c'est une réflexion globale qu'un projet de méthanisation, c'est qu'il faut intégrer ça dans la réflexion, de se dire, il ne s'agit pas de prendre l'intégralité de mes surfaces, dire quel est le rendement que je peux faire de ci, voilà ce que je détiens. C'est un peu plus compliqué que ça, notamment parce qu'on va aussi enclencher une réflexion sur la question du changement climatique. C'est-à-dire que c'est des projets qui vont avoir une durée de vie minimale, on va dire la durée du contrat d'achat du biométhane, donc 15 ans. Donc ça veut dire que mon système, il va falloir qu'il soit en capacité de vivre pendant 15 ans. Donc, et on sait qu'on a des accidents climatiques de plus en plus fréquents, l'hiver, l'été, tout ça, il faut l'intégrer et le travailler avec une question on va dire de risque. Et on va essayer de concevoir le projet en se disant, voilà, j'ai une part de risque dans ma production. Comment est-ce que je l'intègre? Comment je la gère pour que derrière, quand il y a un accident, je puisse quelque part me retourner. Sur la ration, un point extrêmement important aussi, c'est bien comprendre que la méthanisation, elle va s'inscrire dans des enjeux territoriaux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être déjà des équilibres qui existent, des projets qui existent, des valorisations d'intrants qui existent, et donc ça, quand on va réfléchir à un projet, il faut l'avoir en tête, se dire c'est pas un projet qui est tout seul, qui vit tout seul sans être influencé par son environnement au sens large. Et donc, on va avoir cette approche un peu territoriale, de voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le territoire dans lequel je veux m'implanter pour pas créer de déséquilibre. Donc, ça va nous permettre tout ça, une fois qu'on sait ce qu'on a comme intrant, et ça a été très bien dit par Pierre, de définir le lieu d'implantation. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir tout l'aspect logistique. C'est-à-dire que ces intrants, il va falloir aller les collecter et les amener sur le site de production. Et donc, on travaille notamment avec des outils cartographiques qui nous permettent de définir ce qu'on appelle dans notre jargon le barycentre idéal. Ça, c'est d'un point de vue théorique. Et puis après, on va le passer à la moulinette de la pratique et se dire, voilà, j'ai tout un tas de contraintes, notamment environnementales, les distances hôtières, ça a été dit, des zones qui ont été définies, les zones Natura 2000, les SNIEF, voilà, il y a tout un tas d'acronymes un peu barbares qu'on va passer à la moulinette pour voir si on peut s'implanter à cet endroit-là. Le mode de valorisation du gaz, aujourd'hui concrètement, dans la réalité, il n'en reste plus qu'un. La cogénération est un peu moribonde. Non pas que ça ne fonctionne pas, mais en gros, on n'a pas le contexte tarifaire qui permette de faire émerger des projets en cogénération. Le tarif date de quelques années maintenant, de 2016, pardon, et il n'a pas été revalorisé, il ne prend pas en compte des facteurs type l'inflation. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à faire sortir des projets en cogénération, de nouveaux projets. Donc aujourd'hui, l'essentiel, la totalité même des projets qui sortent en méthanisation, ils sont par injection dans le réseau. La gouvernance, ça a été dit. Dès la faisabilité, il faut y réfléchir. On se lance dans un projet sur plusieurs années. Avec qui je le fais? Comment on va travailler? C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le jour de la mise en service pour se dire, bon alors au fait, qui est-ce qui met les mains dans le cambouis? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des réflexions qui doivent être menées très en amont. La notion de leadership, elle est hyper importante parce que comme c'est des projets sur le long terme, il faut que les gens qui soient à la tête de ces projets, ils se sentent la capacité
d'animer un groupe pendant plusieurs années. Il y a des formations qui existent parce que ça peut s'apprendre pour une partie. Il y a sa qualité interpersonnelle, mais il y a aussi une part d'aide, d'accompagnement de ce point de vue-là. On va profiter aussi de cette phase de faisabilité pour monter en compétences. Il y a des parcours de formation qui existent. Encore une fois, dans certaines régions, je pense la région Nouvelle-Aquitaine par exemple, c'est une obligation. Pour pouvoir accéder aux aides à l'investissement, il faut être passé par un parcours de formation qui va permettre de faire monter en compétences les futurs exploitants sur tout un tas d'aspects techniques, réglementaires, agronomiques. Voilà, des choses sont assez bien définies. Forcément, à un moment donné, il va falloir parler gros sous. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ça vaut le coup d'y passer autant de temps, d'y mettre autant d'argent ? Est-ce que je m'y retrouve ? C'est très personnel la notion de rentabilité. Alors, il y a des guides, le banquier, même si vous avez une conception de la rentabilité qui vous est très personnelle, à un moment, il va vous rattraper en vous disant bon, voilà. Mais pour autant, c'est très personnel. Il y a des gens qui, en dessous d'une certaine rentabilité, qu'on peut exprimer en temps de retour brut sur investissement, en temps qu'est-ce qui me reste à la fin ? À la fin de l'année, qu'est-ce que je mets dans ma poche ? Voilà, tous ces éléments-là, c'est très personnel. Donc, c'est des choses dont il faut parler dès la faisabilité. C'est pas toujours évident. Le rapport à l'argent peut être un peu parfois dérangeant, mais ce dont on se rend compte, c'est que globalement, les gens qui font notre métier de bureau d'études, on établit une relation de confiance sur plutôt du long terme. Donc c'est pas le premier sujet qu'on va aborder la première réunion, c'est certain. Mais avec le temps, on va pouvoir se dire les choses. Et nous, on pourra sensibiliser à tel ou tel aspect. Et puis, il y a autour d'un projet de méthanisation un certain nombre que nous, on définit de partenaires. Il y a les bureaux d'études comme nous, il va y avoir GRDF, par exemple, il va y avoir le banquier, il va y avoir le bureau d'études réglementaires aussi. Et tout ça, c'est une somme de gens, de compétences qui vont accompagner les porteurs de projets et qui vont les sensibiliser sur tel ou tel aspect pour qu'au final, on fasse en sorte que ce soit une réussite collective. Alors certes, portée par un groupe d'agriculteurs ou un agriculteur individuel, mais ça reste quand même une belle aventure collective. Cette phase de faisabilité, elle sert aussi à choisir, donc j'en ai parlé, des partenaires qui vont intervenir dans la deuxième grosse phase, qui est la phase de développement, c'est-à-dire le maître d'œuvre. Alors le maître d'œuvre, il faut quand même reconnaître que souvent, les exploitants nous disent ah, ça coûte cher quand même. Oui, mais c'est un acteur essentiel qui va permettre de bien solidifier le projet, notamment pour choisir celui qui va faire le terrassement, le VRD, qui va construire le bâtiment, qui va garantir que le déroulé du chantier se passe le mieux possible. Donc c'est un bon investissement quand même. Il faut savoir que l'ADEME finance les premières missions d'un maître d'œuvre dans un dispositif d'accompagnement où ils prennent en charge jusqu'à minimum 70% du coût dans la limite de 100 000 euros. Enfin, si vous voulez plus de précision, je pourrais vous les donner tout à l'heure. Mais voilà, quand même, on se rend compte que dans l'évolution de la filière, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas trop présents il y a encore quelques années, mais maintenant la maîtrise d'œuvre, c'est comme on le voit très régulièrement. Nous, sur les projets qu'on accompagne, c'est presque, nous on considère que c'est une obligation. C'est-à-dire qu'un porteur de projet qui nous dit moi je veux pas de maître d'œuvre, on va se poser la question de continuer à l'accompagner parce qu'on considère que c'est un bon investissement et qu'en fait ça lui rend service à lui avant tout. On va choisir le constructeur, on va choisir qui va épurer notre biogaz. Enfin voilà, sous cette phase-là, elle va se faire à la fin de la faisabilité, une fois qu'on sait que ça fonctionne, et va nous permettre de partir dans la phase développement, donc avec à la fois la partie réglementaire et la partie pré-construction. En méthanisation, on a un certain nombre d'obligations réglementaires. Il nous faut un permis de construire, il faut une autorisation d'exploiter au titre des ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. La méthanisation agricole, c'est la rubrique 2781. Ça, c'est une sacrée paire de manches. Généralement, c'est des bureaux d'études spécialisés qui le font. Il y en a un dans la salle, je vois, voilà, juste au deuxième rang. Artiflex, pour ne pas nommer, qui est un des partenaires avec lesquels on travaille nous beaucoup. Et cette phase réglementaire, en fait, elle est essentielle. Il faut reconnaître quand même que ce n'est pas la tasse de thé de la majorité des porteurs de projets. C'est un peu... c'est pas la partie la plus fun. Les Anglais disent boring parce que je ne veux pas dire le reste, mais ouais, globalement, c'est un peu pénible. Pour autant,
C'est une obligation. Ça peut permettre aussi, ça a une influence sur la conception du site. Parce qu'en fonction des types de sols qu'on va retrouver ou la façon dont est fait la parcelle, les contraintes environnementales qu'on va trouver, on va peut-être être amené à modifier un peu l'implantation du site. Donc l'implantation du site, c'est quoi? C'est globalement l'architecture globale du projet. Le permis de construire, bon ça tout le monde le sait. Petite précision parce que tout le monde n'y est pas habitué, un permis de construire en méthanisation, c'est ce qu'on appelle un permis étatique. Donc en fait il est déposé en mairie mais il est instruit et signé par le préfet. Donc c'est un peu différent de ce qu'on connaît quand on veut construire sa maison. Et c'est pas parce que c'est pas un permis étatique qu'il faut pas communiquer, on l'a dit tout à l'heure. Et notamment, c'est important dès qu'on sait globalement où est la parcelle où on va s'implanter, on considère qu'une des premières choses à faire, c'est d'aller voir le maire de la commune, à minima, pour ensuite aller sur le conseil municipal, parce que même si l'avis du conseil n'est que consultatif, c'est mieux de les avoir informés en amont pour pas qu'ils le découvrent à la dernière minute. Il y a encore 10-15 ans, je fais partie de ceux qui faisaient déjà de la méta à l'époque. On posait le panneau du permis de construire une fois qu'on avait l'arrêté du permis. Et en fait, globalement, tout le monde découvrait à ce moment-là qu'il y avait un projet. Ça, c'est plus possible. On ne peut pas faire ça. C'est le meilleur moyen de se planter. On a dit qu'il faut communiquer. Certains nous disent oui, mais au début, on ne sait pas grand-chose. Bah oui, mais le simple fait de dire il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, c'est une forme de communication. Dire je ne sais pas, je communique, j'ai rien à dire. Bah si, tu as forcément quelque chose à dire. C'est ton projet, tu l'as envisagé, il est comme ça à cet instant-là, il va probablement évoluer. Ça permet d'avoir une phase de recueil de la parole, éventuellement de modifier, de prendre en compte des réflexions qui peuvent être faites en disant, certains vont dire pourquoi tu n'as pas pensé à plutôt faire comme ci que comme ça. Et il faut croire quelque part parfois que l'intelligence collective, ça fonctionne. Il y aura de l'opposition. Parfois, il n'y a rien à y faire. On pourra essayer d'expliquer par A plus B que non, vraiment, c'est un beau projet. Il y en a qui resteront opposés. C'est ainsi. Il faut faire avec. Il faut en avoir conscience. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à vivre quand on porte un projet, cette opposition-là. Mais on peut la gérer, on peut le travailler avec des opposants. Et surtout en communiquant très tôt, on peut la prévenir finalement. Alors, on peut la prévenir ou la limiter. Voilà, on va dire au moins la limiter, la prévenir. Parfois, oui, ça va tout à fait éteindre une opposition qui pourrait se structurer. Parfois, c'est pas suffisant, mais le simple fait d'avoir au moins entamé cette démarche-là et que finalement, les gens n'aient pas l'impression que ça se passe dans leur dos et qu'ils le découvrent à la dernière minute, c'est une bonne chose. Pour ça, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils. J'ai parlé d'aller voir les élus. On peut faire de la communication via des sites internet. Nous, on croit pas mal au système de la porte ouverte. C'est-à-dire que pas de réunion publique, parce que c'est pas forcément le format qui fonctionne le mieux. Mais en gros, on dédie une demi-journée ou une journée où les gens peuvent venir discuter, poser leurs questions. Ça évite la concentration parfois du mécontentement, ça dilue un peu les choses et ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus riches en face à face plutôt que dans une salle des fêtes par exemple, où là pour le coup c'est pas forcément la fête. Cette phase, elle va permettre, une fois qu'on a le permis de construire, de signer son contrat d'achat du biométhane, puisque depuis la réforme de 2020 des tarifs d'achat, et ça a été repris sur la réforme de 2023, il faut avoir son permis de construire pour pouvoir signer son contrat d'achat biométhane. C'est important de l'avoir en tête parce que le tarif, mécaniquement, il baisse de 0,5% tous les trimestres. Donc en fait, plus tôt on a son permis, plus tôt on peut signer le contrat. En même temps, il ne faut pas trop se précipiter. Donc en fait, voilà, on joue à un jeu d'équilibriste parfois pour essayer d'arriver à sécuriser son contrat. Parce que Odin me contredira pas, le banquier, lui, va vouloir avoir une forme de certitude sur un certain nombre de choses, notamment le contrat. Et du coup, on n'arrive pas à lire dans notre boule de cristal parce que ça ne fait pas que baisser de 0,5%. On a d'autres éléments externes qui peuvent faire varier le tarif. Et le dernier point, et ça c'est pour mon collègue de droite, c'est GRDF dit c'est bon, vous pouvez vous raccorder, ça va vous coûter tant, on va signer le contrat de raccordement pour que en fait, on travaille en temps masqué et que les travaux de raccordement puissent commencer au moment où on va faire les travaux à proprement parler d'une IC. Oui, de ne pas attendre que l'unité soit construite pour faire cette étape-là. Exactement. Donc, on a trouvé les partenaires, on a les autorisations.
On a le constructeur, on a toutes les entreprises, et ces entreprises-là, elles nous ont présenté des devis qu'il va falloir payer pour que on arrive à le construire. Mais comme ça coûte beaucoup d'argent, Unity de Meta, on va aller voir son banquier. Alors, on va aller voir son banquier, mais pas forcément que son banquier. C'est-à-dire que pour financer un projet de méthanisation, on a plusieurs choses auxquelles il faut être attentif. Un, le contrat d'achat, il définit que le taux de rentabilité interne, il ne doit pas être supérieur à 10%. Alors, ne me demandez pas la définition du TRI, il y a une fonction Excel qui le fait très bien et dont je me sers. Si vous voulez des précisions, il faudra demander plutôt à Odin. Je vais lui refiler la patate chaude pour expliquer à quoi ça correspond globalement. Et donc, une fois qu'on sait ça, on va chercher à savoir comment on le finance. Donc, on a plusieurs sources. Le banquier, je l'ai déjà dit. Ce qu'on appelle les capitaux propres, en fait, c'est l'argent que sont capables de mettre les porteurs de projets pour financer leurs projets, sachant que souvent, ils ont déjà mis de l'argent très tôt dans le développement, dès la faisabilité. Et donc ça peut être pris en compte comme étant de l'argent qui a été apporté et qui fait aussi la valeur du projet, parce qu'ils ont pris des risques, ils ont mis de l'argent sur la table pour développer leur projet. Okay. Les fonds propres, les banques demandent entre 15 et 20%, plutôt plus près de 20. Au-delà de 20. Et moi, j'aimerais bien qu'ils demandent que 15 et eux, ils ont plutôt demandé, ils sont plutôt tendance à demander 20. On peut aussi faire appel à des fonds citoyens, du financement participatif. Ça peut être un moyen. Je disais tout à l'heure qu'un projet de méta, c'est un projet qui est inscrit sur un territoire. Une des questions souvent que les habitants posent, c'est mais moi, qu'est-ce que ça rapporte? Pourquoi on fait de la méta sur... Pourquoi est-ce que je vais avoir une unité de méthanisation à côté de chez moi? Et le financement participatif, c'est aussi un moyen... Alors, les gens ne deviendront pas millionnaires, il faut être clair, mais de les impliquer, de dire, toi, ça peut te permettre de mettre un peu de sous. C'est pas forcément des tickets d'entrée très élevés. Parfois, il y a des plateformes où on commence dès 10 €, où on a un taux qui est un peu plus élevé que le livret A. Alors, c'est un peu plus risqué, parce qu'on est quand même sur un investissement productif avec des aléas possibles que le livret A. Mais pour autant, voilà, ça peut être un moyen d'impliquer les gens et ça peut permettre de boucler le tour de table finalement et de finir par arriver devant le banquier en disant voilà, moi mon financement, je l'ai raisonné comme ça, j'apporte ça en fonds propres, j'apporte ça en financement participatif et il reste les subventions à l'investissement aujourd'hui qui sont très bien définies. C'est des euros par mégawattheure avec une prise en compte de la rentabilité du projet. Donc les financeurs qu'on trouve habituellement, c'est l'ADEME, les régions, toutes le font pas, mais la plupart quand même. On peut avoir parfois des fonds européens qu'on appelle le fonds FEDER. Et tout ça permet in fine d'arriver à boucler le financement pour pouvoir rentrer dans la phase de construction dont on va parler maintenant. Alors, à quoi ça sert de construire? Avoir une unité de méta, ça semble à peu près logique. On va se servir aussi de cette phase-là pour continuer à se former. Alors, se former soit en tant que porteur de projet, et puis c'est aussi un moyen pour les exploitants ou les projets qui vont embaucher d'intégrer le nouveau salarié. Nous, on considère que c'est une bonne idée, c'est un bon investissement de l'embaucher avant le démarrage, parce que s'il participe au chantier, il peut comprendre comment c'est organisé, il peut comprendre où sont les réseaux, il peut discuter avec les intervenants sur le chantier, pourquoi c'est fait comme ci ou pas comme ça. Et donc du coup, c'est une phase où nous, on considère que, alors c'est de la main-d'œuvre, donc effectivement, elle a un coût cette main-d'œuvre, mais on peut l'intégrer dans le coût global du projet parce que c'est un bon investissement en termes de montée en compétences du ou des salariés qui vont venir sur le site. Donc là, vous parlez du ou des nouveaux salariés qui vont venir sur le site pour travailler vraiment Exactement. sur l'unité de méthanisation. Exactement. Parce que mais on n'est pas toujours obligé d'embaucher quelqu'un en plus. Non, mais il faut bien se dire que, on l'a dit tout à l'heure, la majorité des projets sont des projets agricoles. Les agriculteurs qui vont être impliqués dans le projet, ils ont déjà un métier. Et j'ai pas l'impression qu'ils se tournent les pouces. Pas trop. Pas vraiment. Donc du coup, c'est vraiment un point qu'il faut prendre en compte. Soit ça va être un nouveau salarié, ça peut être aussi un moyen d'installer un jeune. Sur une exploitation par exemple, de se dire j'ai un jeune qui veut s'installer. Pour l'instant, en termes de main d'œuvre sur l'exploit où il veut s'installer, il y a suffisamment. La structure n'a peut-être pas forcément la capacité économique de l'accueillir. Et donc finalement, ça revient à ce qu'on voit dans certains schémas où un JA, un jeune agriculteur, va arriver, on va créer un nouvel atelier au sein de l'exploitation.
bah là, elle n'est pas forcément au sein de l'exploitation, elle est peut-être un peu externe et partagée avec d'autres structures. Et donc, on va pouvoir voir ce genre de schéma. Donc, effectivement, en fonction de la taille du projet, en fonction des desiderata des porteurs de projet aussi sur cette question de la main-d'œuvre et qui va exploiter, c'est bien pour ça qu'il faut en parler dès la faisabilité. Tout à l'heure, on parlait de la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas simplement qui décide, c'est avant toute chose qui fait. Et ça, c'est une question qu'il faut poser très tôt parce que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Ça peut nécessiter une phase de transition, c'est-à-dire que quelqu'un qui décide de lâcher ce qu'il faisait dans l'exploitation à laquelle il était rattaché pour s'impliquer sur la méthanisation, bah, il faut trouver le moyen de remplacer la production, la productivité qu'il apportait à la structure. Donc ça, c'est des choses qui s'anticipent un peu quand même. Mais ça suppose aussi d'estimer le nombre d'heures dont on va avoir besoin pour s'occuper de l'unité de méta. Ça, globalement, aujourd'hui, on sait bien le faire. Enfin, c'est combien c'est très variable, ça va dépendre de la taille, ça va dépendre du type d'intrant, ça va dépendre de jusqu'où on va. Est-ce qu'il va à la fois faire la phase exploitation, c'est-à-dire donner à manger au méthaniseur, faire le tour de ronde? Est-ce qu'il s'occupe de l'administratif aussi? Parce qu'il faut le dire, une unité de méthanisation, il y a des obligations réglementaires qui sont assez fortes et ça nécessite d'être bien organisé, de bien gérer son... Ou est-ce que c'est... Alors, ça peut paraître caricatural, mais en même temps, c'est la réalité du terrain. Dans les exploitations, parfois, on a une des exploitations où la conjointe, parce que c'est souvent une femme, fait cette partie-là et du coup, elle a peut-être un complément de boulot à côté, peut-être lâcher ce complément pour pouvoir s'occuper de l'administratif de la méthanisation. Voilà, il y a plein de schémas différents possibles. Le tout, c'est d'en parler et d'y réfléchir en amont. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, et le dernier point, c'est préparer le démarrage. C'est préparer le moment où on va enfin lancer cette unité. On est 3, 4, 5 ans après l'émergence de l'idée. Voilà, maintenant, on a un outil de production, il va falloir le faire tourner. Et alors justement, là-dessus, est-ce qu'il faut avoir du stock d'intrants? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose à manger dans ce méthaniseur. Oui, et notamment... ça nécessite du coup de bien anticiper parce que des projets où on a par exemple des CIV, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, si on démarre, je sais pas, moi j'ai une bêtise en plein mois de février, si j'ai pas fait de stock, je vais me sentir un peu bête. Donc ça veut dire que 18 mois avant la date théorique de démarrage, on va réfléchir à l'organiser les chantiers de semis pour ces fameux CIV. Ça veut dire qu'au moins un an avant, on se sera reposé la question du parcellaire, des assolements, de qui produit quoi, comment, est-ce que je dois modifier mon assolement ou pas, enfin voilà, toutes ces réflexions-là, ce qui fait que finalement la partie agronomique, que j'ai pas beaucoup évoquée pour l'instant dans mes propos, pareil en faisabilité, elle a été très largement discutée. L'ADEME, depuis janvier de cette année, demande à ce que, dans le cadre des projets de méthanisation et notamment des études de faisabilité, il y ait une étude agronomique qui soit produite où on va étudier le système et voir dans quelle mesure le système est capable de supporter la production de CIV, à quelle modification près. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses et on est devenu de plus en plus pointu sur cet élément-là. Voilà, en gros, ça y est, on a un projet de méthanisation. 20 minutes. Et on l'a lancé. 20 minutes, mais 3 ans, on a vu, minimum. Minimum 3 ans. On est dans un contexte un peu particulier. Le titre de la conférence, c'était « Comment monter, financer ». Il y avait aussi « Pérenniser ». Le projet de méthanisation. Et effectivement, on est dans un contexte particulier puisque à partir de 2026, il va y avoir du changement. 2026, c'est déjà un peu demain. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les changements à venir et l'impact que ça va avoir sur les unités de méthanisation existantes? Oui, alors pourquoi 2026? Parce que vraiment les premiers projets qui ont bénéficié d'un tarif d'achat à l'époque en cogénération, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les BG06, donc en fait qui sont issus d'un arrêté qui date de 2006. À l'époque, les exploitants signaient un contrat d'achat pour 15 ans. Ils ont eu la possibilité de signer un avenant pour aller sur 20. Donc 2006 plus 20, 2026. Donc en fait, on va avoir des sites de méthanisation qui ne vont plus avoir de contrat d'achat au sens géré et réglementé par l'État. Ces projets-là, ils existent. Il y a eu de l'investissement humain, financier, de fonds publics. Ils produisent de l'énergie renouvelable. On a des objectifs à tenir dans notre mix énergétique. Donc, quid de ces projets-là? Et donc, la pérennisation, elle va nécessiter de se poser la question
et pas à la dernière minute, de voilà, mon site va arriver en fin de contrat d'achat. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi le champ des possibles? Alors, ce n'est pas l'objet de la conférence, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un sujet qu'il faut mettre sous le tapis et traiter à la dernière minute pour tout un tas de raisons, et notamment une qui est liée à mon voisin de droite. Pierre Larive. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites en cogénération qui ne sont pas forcément très loin du réseau de gaz, qui arrivent au bout de leur contrat de vente d'électricité et qui se disent, tiens, finalement, est-ce que je ne pourrais pas basculer mon projet en injection en rajoutant un module d'épuration à la place de mon moteur et en me raccordant au réseau de gaz. Donc c'est une très bonne idée, surtout qu'il y a des industriels aujourd'hui qui réfléchissent à acheter du gaz directement en contrat de gré à gré. Donc il y a des acteurs industriels qui sont prêts à acheter du gaz à des unités de méthanisation, en dehors donc d'un tarif aidé par l'État. Par contre, Thomas a complètement raison. Quand on réfléchit à un projet comme ça, nous, on est toujours favorable à raccorder les projets au réseau de gaz, mais on peut se retrouver sur des projets avec des extensions de réseau de 5, 6, 7, 8, voire 10 km. Et c'est sûr qu'il ne faut pas nous appeler la veille pour le lendemain pour construire ce type d'ouvrage. Donc c'est vraiment important de réfléchir à tout ça en amont. Quel choix je vais faire? Est-ce que je pars sur des contrats de gré à gré avec des industriels directement? Est-ce que je pars il y a aussi un nouveau dispositif qui va voir le jour qu'on appelle les certificats de production de biogaz, les CPB. Le concept, il est assez intéressant. Le concept, c'est d'obliger l'ensemble des grands fournisseurs de gaz sur le marché français à détenir dans leur portefeuille d'approvisionnement une part en biogaz et pas uniquement du gaz fossile. Et donc, ça va obliger les grands fournisseurs de gaz comme Engie, EDF, Save, Total à aller acheter du biogaz auprès d'unités. Donc là aussi, ça peut être une opportunité pour ceux qui sont en fin de contrat. Mais vraiment, il faut anticiper les choses avant, bien se poser la question, je dirais même 2 ans avant la fin de son contrat, se dire qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc maintenant, en fait. Ouais, là on est sur 2026, il a raison, 2024. D'ailleurs, on est déjà questionné par des sites qui réfléchissent. Alors il y a aussi d'autres solutions maintenant qui sont sur la table. On commence à parler de gaz porté aussi, quand on est vraiment loin du réseau. L'idée c'est de transporter le gaz pour l'amener proche du réseau et pour l'injecter dans le réseau. Enfin, il y a plein de solutions qui sont en train de voir le jour. Et je pense que c'est en effet maintenant qu'il faut réfléchir pour des contrats qui arrivent à terme en 2026. Merci beaucoup. On l'a vu, c'est assez complexe comme projet, c'est assez long, c'est coûteux aussi. Donc on voit tous les aspects qu'il faut prendre en compte. Alors je ne voudrais pas que les gens repartent d'ici effrayés par la complexité. Qu'est-ce qu'on peut dire comme élément d'encouragement pour dire si c'est bien de se lancer dans un projet de méthanisation, allez-y. Quels sont les arguments chocs? Ouais, c'est une bonne transition et en vue de faire en effet une conclusion positive. Alors moi je dirais que ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a beaucoup de sites en exploitation. Donc les gens qui veulent se lancer, ils peuvent aller rencontrer assez facilement des gens qui exploitent des sites. Et globalement, Audin, en tant que banquier, peut peut-être en parler, mais les retours qu'on a de ceux qui ont des sites en exploitation, ils sont très satisfaisants pour la majeure partie, très satisfaisants pour des raisons économiques, mais même aussi très satisfaisants pour des raisons agronomiques, quand ça a été correctement intégré dans le parcours agronomique de la ferme. Et globalement, on est sur des agriculteurs qui sont vraiment contents parce qu'on a un revenu assez linéaire. On est moins soumis aux aléas climatiques comme on peut vivre quand on a une mauvaise année, les problématiques comme la fièvre catarrhale que subissent aujourd'hui les éleveurs. Enfin voilà, dans le monde agricole, on a toujours eu ces aléas. Et là, on a un revenu quand même qui est assez linéaire, assez garanti. Et ça se sécurise, quoi. C'est un peu le livret A où on se dit au moins ça, si tout va bien, ça va tomber à la fin de l'année. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément vraiment important. Et surtout, n'hésitez pas, ceux qui se posent des questions, d'aller voir des gens qui ont des unités de méthanisation près de chez vous, d'aller les rencontrer et d'échanger avec eux. Voilà, globalement, vous serez assez surpris des retours que vous aurez. Thomas, pour compléter sur un argument percutant pour se lancer dans un projet de méthanisation. Il y en a plein, mais
moi, le premier que je vois, ça a été un peu dit par Pierre, hein, c'est que c'est un super outil d'aide à la transition. On voit que voilà, notamment le changement climatique va avoir de très forts impacts sur l'agriculture française. Ça peut être un moyen de lancer cette réflexion et de sécuriser les changements qu'on opère, justement parce que c'est une source de revenus où on a la visibilité sur 15 ans. Enfin, il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'industrie où on est capable de se dire sur 15 ans, modulo l'exploitation, je sais à peu près quel chiffre d'affaires je vais faire et quel revenu je vais dégager tous les ans. Et donc ça peut me permettre de gagner de la sérénité pour accompagner un changement, une adaptation de mon système pour tenir compte de ces contraintes. Je ne sais pas si Odin, toi tu veux... Odin. Pour éviter de faire de la redite, ouais, c'est vraiment un complément à l'exploitation et même un élément de pérennisation pour certaines exploitations. Ça permet de gérer des effluents d'élevage qui peuvent être compliqués à gérer, qui peuvent générer un certain coût. Là, ça peut générer des revenus. Il y a un retour sur les sols et un côté agronomique qui est assez intéressant. Et des revenus, effectivement, enfin je reviens sur les côtés revenus, mais des revenus qui sont réguliers sur une durée qui est assez longue. Et aussi un enjeu de mise aux normes, aussi de répondre à des enjeux de mise aux normes de bâtiments ou de gestion des effluents. Et justement, ces revenus réguliers, ça apporte aussi, j'imagine, une sécurité pour, par exemple, si on veut faire d'autres investissements au niveau du banquier, de savoir qu'il y a déjà la méthanisation qui apporte ce revenu. Est-ce que c'est un argument parfois pour pouvoir soutenir un projet d'investissement autre sur une exploitation? Alors, oui et non. Oui et non, parce que c'est souvent porté par une société qui est dédiée, en fait. C'est pas dire... Oui, c'est pas forcément porté par l'exploitation. Donc, c'est des revenus qui sont sur une société à part, qui reviennent souvent aux associés, qui permettent aussi de faire des économies sur la partie exploitation. Donc oui, ça se regarde, mais c'est pas si simple que ça. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages sur ce sujet de la méthanisation. Et on va maintenant pouvoir prendre vos questions, vos réactions, vos témoignages aussi. Si vous avez vous-même créé une unité de méthanisation, n'hésitez pas à partager cette expérience-là. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, intervenir? Je vais venir vers vous avec le micro. Il faut toujours une première personne pour lancer ce temps d'échange. Et peut-être que c'est vous. Donc saisissez cette occasion de pouvoir poser des questions à nos trois intervenants, GRDF, Solagro et la Banque de la Transition énergétique. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui. Je suis curieuse d'entendre le point de vue du banquier sur ce que les CPB vont changer au financement des projets et je sais pas, peut-être aux contraintes ou à l'articulation des TRI max, enfin comment ça va changer un petit peu l'équilibre financier des projets? Alors aujourd'hui, on n'a pas eu le cas. Nous, après, ce qu'on va vraiment regarder, ça va être la sécurisation des revenus, la durée de la sécurisation des revenus, à quel tarif, qui va racheter le gaz et la qualité justement de cet acheteur-là. Nous, ça va être les 3 points d'attention qu'on aura sur ces sujets-là quand on va sortir des contrats d'achat classiques. Mais tout se regarde, peut-être que les financements se feront différemment, mais en tout cas, tout se regarde aujourd'hui. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, bonjour. Désolée, j'ai loupé le début de la conférence. Ouais. Pardon, je suis désolée, j'ai loupé le début de la conférence. Vous l'avez peut-être dit, mais une idée grosso modo du coût total d'une unité de méthanisation. Aujourd'hui, tu compléteras si tu veux, Pierre, mais après, on va dire qu'une unité classique de méthanisation, ça va être entre 5 et 6 millions d'euros à peu près d'investissement. Peut-être un peu plus, on va être sur du 5 millions de financement et peut-être sur du 6-7 millions de budget d'investissement. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors moi aussi, j'ai raté le début, alors je m'excuse d'avance si vous en avez parlé, mais
Vous avez parlé des externalités positives tout à l'heure sur les unités de méthanisation. Et un retour agricole qui nous est constamment fait, c'est sur les engrais, les économies financières d'une exploitation aujourd'hui, que ce soit pour l'écologie et tout simplement pour le porte-monnaie. Vous qui êtes porteur de projet, si vous pouvez en parler, parce que je crois que c'est le critère peut-être le plus significatif aujourd'hui financièrement de la rentabilité d'un projet de méthanisation plus que le revenu. Alors, effectivement, si on rentre un peu dans l'agronomie, un des avantages du digestat, c'est que l'azote est beaucoup plus facilement assimilable par les plantes avec le digestat plutôt qu'avec du fumier ou du lisier. Donc forcément, à compter du moment où on a un azote plus facilement disponible, il est plus facilement pilotable, et on va pouvoir venir en substitution d'engrais dits chimiques ou en tout cas d'origine fossile. Et donc effectivement, c'est un moyen de faire des économies d'engrais. Tous les projets ne sont pas logés à la même enseigne. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on a une part d'effluent d'élevage élevée, plus on va pouvoir maximiser cette substitution d'engrais minéral par du digestat. Plus on a une ration dite végétale, notamment avec la production de cives, plus en fait l'azote, le phosphore et la potasse qu'on va retrouver dans les cives vont permettre de fertiliser les cives de l'année d'après. Donc on travaille plus facilement en cycle fermé. Mais c'est vrai que globalement, ça va changer pas mal de choses. Ça peut changer aussi des choses en termes de pratique de machinisme. On voit se développer de plus en plus des systèmes d'épandage dits 100 tonnes ou avec des impacts sur les sols beaucoup plus faibles, avec des périodes d'intervention qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on connaissait sur du lisier par exemple. Un digestat, on ne va pas aller l'épandre en plein mois de janvier. A priori, on va plutôt attendre la reprise végétative des plantes pour pouvoir aller épandre ce digestat, puisque comme l'azote est assimilable, c'est au moment où les plantes vont sortir de cette phase végétative, enfin de cette phase de dormance plutôt, et reprendre un cycle végétatif qu'on va leur apporter l'azote. Donc globalement, ça fait partie des sujets qui sont évoqués dès la faisabilité. Quand on regarde un business plan aujourd'hui en méthanisation, cette part d'économie d'engrais, elle est quasiment jamais formalisée. Elle n'est pas ou peu prise en compte par les banquiers. Peu. Elle n'est pas prise en compte par les financeurs publics dans l'articulation de la rentabilité du projet, mais c'est un vrai sujet, ne serait-ce que d'organisation du travail. Parce que derrière, on va pouvoir aussi, un des impacts qu'on peut avoir, c'est une meilleure gestion de la logistique de cette phase d'épandage. Il faut imaginer qu'on avait plusieurs exploitations qui épandaient chacune de leur côté. Là, on va pouvoir travailler sur des chantiers beaucoup plus coordonnés et faire des économies d'échelle. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore quelqu'un qui souhaite intervenir ? Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au financement. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Vous disiez qu'il fallait 20% de fonds propres pour le financement. Est-ce que c'est avec ou sans les subventions ? Voilà. Alors, heureusement, c'est avec. Parce que, voilà, pour donner un ordre d'idée, effectivement, quand on est sur des sur des budgets qui vont être aux alentours de 6-7 millions d'euros, on va être si on demande 20%, on va être à 1,5 million à peu près d'apport. On va avoir, alors peut-être un peu moins maintenant, mais on va être aux alentours peut-être entre 700 et 900 000 euros de subvention aujourd'hui. Après, ça doit dépendre aussi des régions, etc. Il y a plusieurs critères, mais globalement, on va être là-dessus. Et le reste, effectivement, ça va être des apports en fonds propres qui doivent être apportés par les associés, donc soit directement les agriculteurs, soit effectivement des investisseurs tiers. Alors, il y a des investisseurs tiers qui amènent des fonds propres ou les sujets de financement participatif aussi qui peuvent rentrer. Mais non, heureusement, on prend tous les apports en fonds propres et quasi-fonds propres. Après, quand il y a des investisseurs tiers qui rentrent dans le jeu, nous, on va être attentifs. C'est mécaniquement, généralement, il y a des taux d'intérêt qui sont assez élevés à verser tous les ans. Ils ne sont pas tous présents sur des durées longues. Il y en a qui sont là pour être là dans la durée. Il y en a qui vont être là pour faire sortir le projet et donc qui veulent sortir du projet au bout de 3, 4, 5 ans avec des revenus plutôt conséquents généralement parce qu'ils prennent une part de risque qui est assez importante et donc tout ça se regarde et ça peut alourdir aussi le financement du projet. Merci.
Bonjour, j'avais une question par rapport aux autres pays en Europe notamment. Comment la France se positionne et est-ce qu'il y a des pratiques à l'étranger qui pourraient être intéressantes à ramener en France? Ouais. Alors, a priori, quand on me pose cette question-là, la première réponse, c'est qu'il y a surtout un type de pratique que la France n'a pas du tout voulu voir arriver en France. C'est les pratiques du modèle dit allemand, beaucoup de culture énergétique. Ça a eu un certain nombre de conséquences, hein, une baisse de l'élevage, des rotations maïs sur maïs sur maïs, enfin voilà. En France, le choix qui a été fait, c'était de dire on va limiter cette part de culture énergétique, c'est pas plus de 15% réglementairement parlant. Il faut savoir que la France, elle a une particularité, c'est qu'on a un mode de gestion de nos élevages qui est un peu différent de ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Je pense notamment à l'élevage bovin. On travaille beaucoup avec de la paille, ce qui est moins le cas je pense au Danemark, je pense à l'Allemagne encore une fois. Et donc on a des modes de fonctionnement, des modes de gestion des unités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce qu'on regarde beaucoup, plus que dans les pratiques, il y a notamment l'Italie qui ressort un peu parce que l'Italie, ils ont réfléchi à un système où ils valorisent le côté renouvelable de manière différente du choix qu'on a fait en France avec les tarifs d'achat. Il y a une décorrélation entre la vente de la molécule en tant que telle et les pratiques qu'on a mis en œuvre pour la production de biométhane. Et c'est plutôt les pratiques, notamment des réflexions sur le stockage de carbone, sur la réduction des gaz à effet de serre, parce qu'on gère mieux ces effluents. On a un mode de fonctionnement qui est un tout petit peu différent, qui intéresse pas mal la filière, ne serait-ce que pour avoir du retour d'expérience. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, c'est surtout sur ces éléments-là. Là, globalement, on est dans un temps où on est très observateur. L'arrivée notamment des CPB, on a dit les BPA, donc les contrats de gré à gré, ça va nous amener à être beaucoup plus dans le partage avec les partenaires européens, au niveau de la filière, j'entends, pour essayer de comprendre et faire ressortir les meilleures pratiques et éventuellement les erreurs à ne pas faire. Donc, ouais, globalement, on est attentif, mais je ne peux pas vous donner un exemple en particulier en disant ça marche vachement bien dans ce pays-là, ce serait bien que ça vienne en France. C'est un peu plus compliqué que ça. Merci beaucoup pour toutes vos questions, vos réactions. Merci à tous les trois pour vos interventions sur ce sujet de la méthanisation. Je vous invite à rester dans l'espace Agora si vous le souhaitez, puisque nous avons une autre conférence qui va arriver sur le sujet de l'agrivoltaïsme qui va commencer dans quelques minutes. Et puis n'hésitez pas à prendre le programme où vous pourrez retrouver toutes les conférences de demain, jeudi, vendredi. On reparlera d'ailleurs de la méthanisation avec vous, Thomas, déjà dès demain, je crois. Merci beaucoup et bonne journée sur le sommet.